Samedi 16 mai 2015, cette semaine dans le grand show de l'info, les pays du Golfe tétanisés par la menace iranienne, et vous verrez que les dirigeants des monarchies sunnites se sont réunis jeudi autour de Barack Obama aux États-Unis. Le cinéma français a l'honneur aujourd'hui, qui connaît sa 10e meilleure année d'affilée. Ça n'était pas arrivé depuis 1967. Nous nous sommes rendus au Brésil à un an des Jeux Olympiques de 2016 afin de voir la situation qui ne s'améliore pas, notamment dans les favelas. Enfin, comme chaque semaine, ce sera le récap. Bonjour à tous et bienvenue dans le grand show de l'info. Une méchante brise anti-iranienne souffle sur le golfe Persique. Des dirigeants des monarchies sunnites réunis jeudi aux États-Unis autour de Barack Obama, en passant par les éditorialistes de la presse du Qatar, les universitaires de Riyad et l'homme de la rue, que ce soit à Abu Dhabi ou au Koweït. Tous dénoncent avec force le nouvel hégémonisme iranien au Moyen-Orient, au point de tomber parfois dans la paranoïa. L'Iran aurait en effet profité de la faiblesse du monde arabe de ces 10 dernières années, en pensant notamment à l'Égypte et à l'Irak, afin d'étendre son influence. Sujet. L'imminence d'un accord sur le nucléaire iranien et la percée au Yémen des miliciens chiites houthis soutenus par l'Iran ont suscité un début de panique dans le Golfe, notamment chez son poids lourd, l'Arabie Saoudite, en première ligne face à la menace houthiste sur son flanc sud. Mais jeudi à Camp David, Barack Obama devait au contraire insister sur l'urgence d'un retour à la table des négociations entre les différentes factions yéménites. Une chose est sûre, c'est que face à un Iran hégémonique devenu un allié de Washington contre Daesh en Irak, l'offensive saoudienne au Yémen, décidée par le nouveau roi Salman, a marqué un tournant. L'Iran doit être bien conscient qu'il a en face de lui une nouvelle Arabie Saoudite, lance d'ailleurs l'ancien diplomate saoudien Abdullah Samari, avec selon lui comme priorité de dire aux Iraniens qu'il y en a assez. Des manifestations récentes dans les régions kurdes d'Iran ont d'ailleurs été saluées sur Twitter par de nombreux messages de sympathie de la part de Saoudiens. Face à un Iran pourtant durement frappé par les sanctions internationales, mais qui a su profiter de la politique américaine au Moyen-Orient, notamment en Irak avec l'intervention américaine de 2003, les pays du Golfe se réveillent avec la gueule de bois. Aujourd'hui, l'inertie est révolue, mais au-delà du nucléaire, les dirigeants sunnites ont surtout peur d'un Iran revigoré par la levée des sanctions et le rapatriement de plus de 100 milliards de dollars gelés dans les banques asiatiques notamment. Alors que les milices chiites irakiennes entraînées par Téhéran commettent, elles, des exactions contre les villages sunnites libérés de Daesh, les discours anti-chiites foisonnent aujourd'hui dans le Golfe et bien au-delà de ceux propagés par Daesh et les djihadistes, ce qui a permis au président Barack Obama de promettre un engagement inébranlable pour la sécurité des États du Golfe, Washington annonçant un renforcement de sa coopération militaire avec ses alliés arabes face à l'influence croissante de l'Iran dans la région. Le cinéma français sort la tête haute après l'ouverture du festival de Cannes, du 68e festival de Cannes mercredi soir. Eh bien figurez-vous que le cinéma français vient de connaître sa 10e meilleure année consécutive. Ça n'était pas arrivé depuis 1967. Toutes les explications dans ce sujet. 2011 avait déjà marqué un record grâce au succès du film Intouchable. 2014 fut un excellent cru avec 208 millions d'entrées, en hausse de près de 8% par rapport à 2013. Les films français ont pris 44% de part de marché contre 30% en 2013. On se souvient de Qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu qui a cartonné, Superchondriac ou encore Lucie de Luc Besson. Et le paradoxe, c'est que si l'on regarde les productions étrangères, alors là, c'est nettement moins bon. Les productions américaines, par exemple, ont baissé de 10% en 2014 avec à peine 94 millions d'entrées. En revanche, nos films se sont bien exportés et c'est un vrai motif de satisfaction pour Unifrance, l'organisme chargé de promouvoir et d'exporter le cinéma tricolore dans le monde entier.
Le record revient à la Chine avec une envolée des entrées de 230% sur un an, alors que des quotas limitent à 8 le nombre de productions françaises projetées chaque année dans l'empire du milieu. Côté business, quelques 300 fonds d'investissement sont présents généralement sur la croisette, mais l'argent investi souffle de l'éparpillement des productions. La tendance est de plus en plus à une multiplication des films, avec pour conséquence directe un appauvrissement de leur durée de vie. On peut parfois être étonné de la rapidité avec laquelle un film disparaît de l'affiche, sans parler de l'arrivée des plateformes internet de diffusion comme l'américain Netflix qui propose les films en flux continu pour des forfaits à partir de 8 € par mois. Véritable défi pour l'industrie cinématographique et son principal bailleur de fonds, la chaîne Canal+. Et puis, si l'on se demande si le cinéma français est en danger, eh bien vous allez voir que la France est une exception en la matière. En effet, le cinéma tricolore est le plus subventionné au monde. Avec le Centre national de la cinématographie, Canal+ en est le principal financeur. Et pour preuve, la chaîne a déboursé 200 millions d'euros en 2010 pour préacheter les films, 160 millions en 2013. L'investissement global recule, c'est évidemment un fait. Alors il y a également la solution de devenir soi-même producteur. Certains sites internet comme les plateformes de financement participative touscoprod.com ou My Major Company proposent d'investir quelques dizaines d'euros dans la production. Il existe aussi les Sofica, sociétés de financement d'œuvres cinématographiques ou audiovisuelles qui permettent 30% de réduction d'impôt sur l'investissement réalisé sous certaines conditions. En conclusion, un contribuable cinéphile et cinéaste est un contribuable heureux. Et puis, à un an des Jeux Olympiques de 2016, l'insécurité reste un enjeu majeur à Rio. Si la politique de sécurisation a permis une chute de la criminalité, les victimes de balles de la police ne cessent d'augmenter et dans les favelas, la colère règne. Une marche blanche pour réclamer la paix dans une favela à la plage de Copacabana, une procession silencieuse et l'enterrement symbolique d'un petit cercueil blanc. Eduardo avait 10 ans, il est l'une des nouvelles victimes innocentes d'une guerre sans merci entre policiers narcotrafiquants qui a fait 4 morts en à peine 24 heures dans cette favela du complexe Odaleman au nord de Rio de Janeiro. Une balle perdue selon la police, un assassinat pour la mère d'Eduardo qui crie sa colère contre la police pacificatrice locale. Que cet UPP s'en aille d'ici immédiatement. Il tue des innocents. C'est une police assassine qui a enlevé la vie de mon fils. Ce sont des lâches. La mort du petit Eduardo a provoqué elle une vague d'indignation. La présidente Dilma Rousseff a demandé que les responsables soient jugés et punis et à mesure que l'enquête avance, la responsabilité de la police dans la mort de l'enfant semble se préciser. Les autorités avaient pourtant affirmé que cette favela avait été pacifiée, comprendre par là que la sécurité y était revenue à grands coups de déploiement policier et militaire. Mais depuis quelques mois, les affrontements ont repris de plus belle. C'est le chaos. On pensait que ça changerait avec l'UPP, mais ça a empiré 2 fois, 3 fois, 4 fois plus. On va aller jusqu'où comme ça? La veille de la mort du petit garçon, une femme au foyer a été tuée d'une balle perdue devant sa télévision. Zach Elnoules était présent ce jour-là, il a tenté de la secourir en vain. La terreur ici est constante. Tous les jours, on a des échanges de tirs parce qu'on vit sur les territoires de chiens et de chats. Et vous êtes au milieu. Et vous pouvez être ciblé à tout moment sans prévenir malheureusement. Et selon un dernier rapport de l'ONG Human Rights Watch, le nombre de personnes innocentes ou non tombées sous les balles de la police de Rio a augmenté de plus de 40% rien qu'en 2014, faisant de la police brésilienne l'une des plus meurtrières au monde. Des vidéos amateurs montrent régulièrement la tension extrême entre d'une part les policiers et d'autre part les habitants. Le groupe de policiers ici fait un travail sérieux. Ils essuient des tirs tous les jours. Hier, ils ont été ciblés là, à la boulangerie. Si les habitants ne veulent pas la guerre, alors il faut dénoncer. Si vous ne prenez pas parti pour un côté ou un autre, ça va arriver tous les jours. Moi, je ne veux pas mourir, alors je dois tuer celui qui est armé et qui vend de la drogue ici. Mais malgré les victimes, même collatérales, pas question de reculer dans le processus de sécurisation. C'est impossible de dire que ça n'arrivera pas.
À partir du moment où il y a affrontement, ce n'est que la conséquence des actions des trafiquants. Ce sont eux qui utilisent la population comme bouclier au milieu des tirs. S'il n'y avait pas ces armes de guerre, s'il n'y avait pas cette drogue, rien de tout ça n'arriverait. Si la pacification a permis une chute de la criminalité à Rio avec le déploiement de plus de 10 000 policiers, sa politique très répressive est loin de faire l'unanimité chez les habitants. Et à un an des Jeux Olympiques, la crise actuelle a une nouvelle fois relancé le débat sur la stratégie adoptée pour faire baisser la criminalité à Rio de Janeiro. Le récap, le résumé complet de l'actualité de la semaine. Dans l'actualité cette semaine, François Hollande était en tournée dans les Caraïbes. Samedi en Martinique, le chef de l'État a lancé un appel à la solidarité entre pays riches et pays pauvres contre le réchauffement climatique. Dimanche en Guadeloupe, il a inauguré le plus grand mémorial sur l'esclavage à Pointe-à-Pitre, le mémorial ACTE, Centre caribéen d'expression et de mémoire de la traite et de l'esclavage. Lundi, François Hollande s'est ensuite rendu à Cuba où il a rencontré Fidel Castro avant de s'entretenir avec son homologue Raúl Castro. Enfin, le chef de l'État a terminé sa tournée marathon en Haïti mardi. Il a annoncé des mesures de formation des enseignants haïtiens, davantage de missions sur place et l'augmentation du nombre d'étudiants haïtiens boursiers qui suivront leurs études en France. François Hollande a déclaré « On ne peut pas changer l'histoire, mais on peut changer l'avenir ». La loi Macron a elle été adoptée au Sénat. Elle a été enrichie de plusieurs amendements sur les seuils sociaux, les obligations pesant sur les entreprises de 10 salariés aux entreprises de 20 salariés, le dispositif Hamon ou encore le compte pénibilité. Les sénateurs ont également voté contre l'avis du gouvernement la création d'une commission de simplification du Code du travail. Belle Ardoise, la Cour des comptes a invalidé la facture laissée par Rachida Dati alors qu'elle était ministre de la Justice entre 2007 et 2008. L'ex-garde des Sceaux s'est notamment fait épingler pour des factures de vêtements de luxe non réglées. L'addition s'élèverait à près de 9 000 €. De son côté, Rachida Dati a fait savoir qu'il s'agissait de cadeaux à des personnalités, rien d'autre, je cite. L'international, c'est tout d'abord le Burundi et malgré les manifestations qui durent depuis le 26 avril et la pression internationale, le président du Burundi, Pierre Nkurunziza, a déposé sa candidature pour un nouveau mandat vendredi dernier. Ses opposants qui estiment que ce n'est pas constitutionnel qu'il puisse briguer un troisième mandat. La Cour constitutionnelle a d'ailleurs donné son accord et jugé la candidature conforme. Mercredi, un coup d'État aurait été déjoué selon la présidence et dans la journée, un général avait annoncé la destitution du président absent du pays. Jeudi, la présidence a affirmé que le chef de l'État qui s'était réfugié en Tanzanie était bel et bien de retour au Burundi. Environ 2000 migrants ont été secourus près des côtes de l'Indonésie et de la Malaisie entre dimanche et lundi. Il s'agissait surtout d'une minorité venant de Birmanie, minorité musulmane persécutée. Des personnes cherchaient aussi à fuir le Bangladesh et sa pauvreté. Leurs passeurs les avaient abandonnés et la Malaisie et l'Indonésie craignent désormais un afflux de personnes par la mer, les clandestins ne pouvant plus passer par la Thaïlande qui a durci sa politique envers les migrants. Et si l'Indonésie et la Malaisie ont annoncé qu'elles renverraient systématiquement les bateaux de migrants face à la situation, Bruxelles a présenté un plan d'action pour l'immigration et l'asile adopté mercredi par la Commission européenne. Il prévoit d'éviter les embarquements, la création d'un centre d'accueil au Niger, mais aussi de gérer leur arrivée dans l'Union européenne. La Grande-Bretagne s'y est immédiatement dite hostile, le pays étant opposé à toute solidarité pour la prise en charge des migrants et des réfugiés. C'était le récap, le résumé complet de l'actualité. C'est la fin de cette édition, merci à tous et toutes de nous avoir suivis et rendez-vous naturellement la semaine prochaine, samedi prochain pour de nouvelles actualités dans le grand show de l'info et sur radio-one.fr. Excellente semaine à tous.